Mars 1943. 3 soldats allemands se tenaient sur le pont d'un navire de transport, les mains tremblantes sous le vent glacé de l'Atlantique. Pourtant, ce n'était pas le froid qui les faisait frissonner. C'était la certitude ancrée en eux qu'ils allaient bientôt mourir. Ils s'appelaient Friedrich Weber, Hans Richter et Otto Becker. Leur histoire ne commence pas avec leur capture, mais avec un mensonge répété, si souvent qu'il avait fini par prendre la place de la vérité. Friedrich avait 34 ans. Avant la guerre, il enseignait à Munich les mathématiques, l'histoire, la langue allemande. En 1939, quand le conflit éclata, il s'engagea comme tant d'autres, par devoir plus que par conviction. Officier, il fut envoyé en Afrique du Nord. Là, en mars 1943, son unité de chars tomba en panne de carburant en plein désert, au moment de la bataille du col de Kasserine. Les munitions s'épuisèrent presque en même temps. Lorsque les forces alliées les encerclèrent, il ne restait plus rien à faire que lever les mains. Il fut capturé par des hommes qu'on lui avait appris à craindre plus que la mort elle-même. Hans, lui, n'avait que 22 ans. Fils d'un mécanicien de Hambourg, il n'avait jamais quitté l'Allemagne avant l'armée. Habile avec les moteurs, il avait été affecté à une unité logistique. En Tunisie, son convoi fut attaqué par des soldats britanniques. Une seconde, il conduisait un camion chargé de vivres et de munitions. La suivante, les balles sifflaient autour de lui. Sur ordre de son sergent, il leva les mains. Son corps tremblait sans contrôle. Les affiches de propagande lui revenaient en mémoire. L'ennemi torturait les prisonniers, les affamait, les faisait mourir lentement. Otto, 28 ans, venait d'un petit village agricole de Prusse orientale. Une femme et 2 enfants l'attendaient chez lui. Il n'avait jamais voulu être soldat, mais on ne lui avait pas laissé le choix. Il avait d'abord combattu en Russie où il avait vu des horreurs qui le hantèrent la nuit. Ensuite, on l'avait envoyé en Italie. Capturé en Sicile par des Canadiens, il ressentit une émotion inattendue. Pas seulement la peur, mais un soulagement discret. Peut-être, pour lui au moins, les tueries s'arrêteraient. Pendant des années, ces 3 hommes avaient absorbé la propagande comme du pain quotidien. On leur répétait que les Alliés étaient des monstres, que Churchill et Roosevelt voulaient anéantir le peuple allemand. Être capturé signifiait souffrance atroce. Des rumeurs couraient, en Amérique et au Canada, les prisonniers mouraient d'épuisement dans des camps, battus pour le plaisir des gardes. Une histoire en particulier circulait partout. Au Canada, les condamnés recevaient un dernier repas avant l'exécution, souvent de simples pommes de terre bouillies. Friedrich se souvenait précisément de sa capture. Son officier supérieur avait fui, abandonnant les hommes. Les chars étaient à sec, les armes vides. Quand il vit les soldats canadiens s'approcher, fusil pointé vers sa poitrine, il ferma les yeux, attendant l'impact de la balle. Rien ne vint. À la place, une voix au mauvais allemand cria « Ah, Schnell, hands up, vite !» On les fouilla, mais sans coup. On leur donna de l'eau. Puis on les entassa dans des camions avec des centaines d'autres prisonniers. Toute cette première journée, les mains de Hans ne cessèrent de trembler. Il connaissait la suite, croyait-il. Torture, puis mort lente. Les gardes lui paraissaient si jeunes, certains n'avaient pas plus de 19 ans. Mais on lui avait appris que des visages d'enfants pouvaient y cacher des cœurs cruels. Otto, silencieux, observait. Il avait vu ce que la guerre faisait aux hommes, des 2 côtés. Il s'attendait au pire. Il pensait à sa femme, à ses enfants. Cette pensée lui faisait plus mal qu'une balle. Assis dans la poussière d'Afrique du Nord, en attendant d'être enregistrés, ils partageaient la même conviction. Ils allaient souffrir. Ils allaient mourir. Seule la durée restait inconnue. Le voyage vers le Canada commença par 3 jours de camion jusqu'à Alger, puis 1 semaine dans un camp provisoire. Ensuite, un navire britannique les emmena à travers l'Atlantique. 12 jours de mer vers ce qu'ils imaginaient être leur fin. Friedrich s'attendait à l'enfer, enchaîné dans la cale, serré comme du bétail, plongé dans l'obscurité. Mais sous le pont, il découvrit des couchettes, des matelas, des couvertures, des hublots laissant entrer l'air et la lumière. Assis sur sa paillasse, il fixait le plafond, déconcerté. Le premier repas arriva sur des plateaux métalliques. Hans sentit son cœur s'emballer. Du vrai pain, pas ce mélange de sueur mangé en Afrique, de la viande en conserve, une soupe avec des légumes et une pomme fraîche. Chez lui, sa mère écrivait qu'on faisait la queue des heures pour un morceau de pain. Et lui, prisonnier, mangeait mieux que des civils allemands. Un homme murmura « C'est empoisonné ».
Tous observaient, attendant de voir qui tomberait le premier. Friedrich chuchota à Hans. Pourquoi gaspiller autant de nourriture pour nous tuer? Une balle et la mer seraient plus simple. Le raisonnement était logique, mais la peur restait tapie au fond d'eux. Les gardes passaient chaque jour, sans brutalité. Un jeune soldat aida même un vieux prisonnier malade, lui apportant de l'eau et l'accompagnant à l'infirmerie. Otto regardait la scène, troublé. Où était la haine qu'on leur avait promise? Le jeune garde lui apporta de l'eau supplémentaire et le soutint jusqu'à l'infirmerie. Otto observa la scène de plus en plus déstabilisée. Où était la haine? Où se cachait la cruauté annoncée? Rien de ce qu'on leur avait promis ne se produisait. Le 7e jour de la traversée, un autre détail vint ébranler leur certitude. Un soldat canadien passait entre les couchettes en distribuant des cigarettes. Des Lucky Strike américaines, des players britanniques. Friedrich, qui se débrouillait en anglais, osa demander pourquoi. Le garde haussa les épaules, comme si la réponse allait de soi. Geneva Convention, Buddy. Vous êtes des prisonniers, pas des bêtes. La Convention de Genève. Friedrich connaissait ces mots, mais il les avait toujours pris pour une invention alliée, une fable de propagande. Or, cet homme parlait d'une loi réelle appliquée sans discussion. Bientôt, le terme circula parmi les prisonniers. Droit international, règles sur le traitement des captifs. Certains restaient méfiants, convaincus que le pire viendrait à terre. Pourtant, de fines fissures apparaissaient dans le mur des mensonges, comme la glace qui se fend avant de céder. Ils naviguaient toujours vers le Canada, vers l'inconnu. Et, au fond de chaque esprit, persistait la même image, des pommes de terre bouillies. Le dernier repas avant l'exécution. Avril 1943. Le navire accosta à Halifax, sur la côte est du Canada. Friedrich, Hans, Otto et 847 autres prisonniers allemands furent embarqués dans des trains vers l'intérieur du pays. À travers les vitres, ils découvrirent un monde qui semblait irréel. Des villes toutes illuminées, sans obscurcissement nocturne. Des usines tournant à plein régime, la fumée s'échappant des cheminées. Des champs à perte de vue, intacts, pas de cratères, pas de ruines, pas de colonnes de réfugiés. Hans colla son front contre la vitre froide. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Chez lui, les actualités montrèrent des alliés à genoux, des villes détruites, des populations affamées. Pourtant, dehors, des voitures roulaient tranquillement, des enfants jouaient, les vitrines semblaient pleines. La guerre n'avait laissé aucune trace visible ici. Otto, fils de paysan, scrutait les terres. Il savait reconnaître une terre travaillée. Ces champs étaient parfaits, vivants. En Allemagne et en Russie, la guerre avait transformé les campagnes en cimetières. Ici, tout respirait la paix. Un poids étrange se posa dans sa poitrine. Le train les mena à Bowmanville, en Ontario, à l'est de Toronto. Le camp s'appelait Camp 30. Friedrich attendait de voir surgir des barbelés, de la boue, des miradors armés. L'image qu'on lui avait inculquée. Mais en arrivant, il crut à une erreur. Les bâtiments ressemblaient à une école. Dortoir en briques, grande salle commune, bibliothèque, infirmerie marquée d'une croix rouge, terrain de sport. À l'intérieur, chaque homme reçut un lit avec matelas, 2 couvertures, chauffage, eau courante, douche, toilette. Hans entra dans les douches et éclata d'un rire nerveux. « J'avais moins bien que ça à Hambourg, dit-il, sans qu'on sache s'il plaisantait ou pleurait. Puis vint le premier dîner. Les prisonniers avancèrent avec leur plateau. Friedrich vit ce qu'on lui servait. Pommes de terre bouillies, carottes, viande, pain beurré. Ses mains s'engourdirent. Les chuchotements s'élevèrent. C'est la faim, le dernier repas. Certains refusèrent de prendre leur plateau. D'autres engloutirent la nourriture à toute vitesse. Quelques-uns prièrent à voix basse. Otto, tremblant, fixa les pommes de terre luisantes de beurre. Il pensa à sa ferme, à sa famille. Hans ne parvenait même pas à tenir sa fourchette. Mais Friedrich remarqua quelque chose d'absurde. Les gardes mangèrent la même chose, riant comme à un dîner ordinaire. Le lendemain, le soleil entra par les fenêtres des baraques. Ils étaient les vivants. La vie au camp s'organisa. Réveil à 6h30, petit déjeuner copieux, puis travail volontaire. On leur expliqua que, selon la Convention de Genève, personne n'était forcé de travailler, mais que les volontaires seraient payés. 20 cents par jour, 50 pour les compétences pétro-spécialisées. L'argent servait à acheter savon, cigarettes, chocolat. Otto se porta volontaire pour travailler dans une ferme voisine. Là-bas, une autre révélation l'attendait. Le fermier canadien possédait 3 tracteurs. 3.
3 tracteurs en état de marche pour une seule ferme. Dans le village d'Otto, en Prusse orientale, 20 familles se partageaient un unique tracteur, toujours en panne faute de pièces. Ici, le fermier canadien considérait cette abondance comme normale. Otto travailla au champ avec lui et ses fils. À midi, la fermière apportait des sandwichs et du lait frais. Les enfants râlaient parce qu'ils ne mangèrent du beurre qu'un jour sur 2 à cause du rationnement. Otto faillit éclater de rire. En Allemagne, la plupart n'avaient pas vu de vrai beurre depuis plus d'1 an, seulement des imitations sans goût. Le soir, il raconta tout à Friedrich. Ils ont tellement de choses, nourriture, machines, et ils ne se rendent même pas compte de leur chance. Friedrich acquiesça lentement. Une vérité douloureuse commençait à s'imposer. Hans, lui, fut affecté à un atelier de réparation de véhicules. À l'intérieur, il resta figé. Des étagères pleines de pièces détachées, des pneus empilés, des moteurs neufs encore emballés, des outils inconnus. Tout était propre, ordonné, neuf. Il souleva une clé anglaise en pesant le métal dans sa main. « D'où vient tout ça » demanda-t-il au sergent canadien. Celui-ci répondit simplement « Détroit, les usines. On produit des milliers de camions chaque mois. » Hans calcula mentalement. Des milliers ? L'armée allemande en Afrique manquait de tout. On disait que c'était à cause des navires coulés. Et si l'Allemagne n'avait simplement jamais eu les moyens de gagner ? Friedrich travailla à la bibliothèque du camp. Des centaines de livres, des journaux canadiens et américains, une information libre non filtrée. Chaque jour, il lisait, et chaque jour son malaise grandissait. Les chiffres des pertes semblaient réels. Les cartes montraient l'armée allemande reculant à l'est. Les Alliés n'étaient pas en train de perdre. C'était l'Allemagne qui s'effondrait depuis le début. On leur avait menti sur tout. Ils pouvaient écrire à leur famille. Friedrich écrivit à sa femme Greta. « Ma chère Greta, je vais bien. Le camp est propre, j'ai assez à manger. On me traite correctement. Cette guerre est étrange. Rien n'est comme on nous l'avait dit. » Comment expliquer davantage ? Hans écrivit à sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman. J'ai chaud. Je suis en sécurité. Les Canadiens ne sont pas des monstres. Je ne comprends plus rien. » Les semaines passaient, pleines de révélations. Un prisonnier opéré d'une appendicite fut sauvé. Un journal du camp vit le jour. Il y avait du football, de la musique, des cours. Certains préparèrent déjà des études pour l'après-guerre. Un après-midi d'octobre, Friedrich lisait près de la fenêtre. Dehors, des prisonniers jouaient au football en riant. Cela ne ressemblait plus à une prison. Il manquait un mot pour décrire cet endroit. 11 octobre 1943. Thanksgiving canadien. Les gardes annoncèrent un repas spécial. La salle était décorée, les tables dressées comme dans un restaurant. Une odeur riche flottait dans l'air. Les plateaux se remplirent. Dinde rôtie, farce aux herbes, purée nappée de sauce brune, sauce aux canneberges, légumes frais, pain chaud, tarte à la citrouille. Des portions énormes. Hans regarda son assiette, les mains tremblantes, mais cette fois d'émotion. « Ils nous nourrissent mieux que ma famille », murmura-t-il, la voix brisée. Otto porta un morceau de dinde à ses lèvres. La viande était tendre, savoureuse. Des larmes coulèrent bord sur son visage buriné. Des larmes glissèrent cohérent sur le visage tanné du paysan, mais aucun sanglot ne sortit de sa bouche. Il mâchait en silence, pleurant comme un enfant. « Je n'ai pas goûté de vraie viande comme ça depuis avant la guerre, » murmura-t-il enfin. Pas du cheval, pas ces substituts sans saveur, de la viande véritable, issue d'un animal élevé pour nourrir. Friedrich, lui, restait immobile. Autour d'eux, des centaines de prisonniers allemands festoyaient. Plus loin, à leur propre table, les gardes canadiens mangeaient exactement la même chose, discutant et riant. Ils ne célébraient pas une victoire, seulement une fête des récoltes, un moment pour remercier d'avoir de quoi manger. Pour eux, rien d'exceptionnel. Alors tout s'effondra dans l'esprit de Friedrich, comme un édifice qui cède. Sa fourchette s'arrêta en l'air. Il la reposa lentement. « Ils ne nous haïssent pas, » dit-il en allemand, presque pour lui-même. « On nous a appris qu'ils étaient des monstres, mais ce sont juste des hommes qui suivent leurs règles. » Un jeune garde passa près d'eux, le soldat Morrison, toujours aimable. Friedrich l'interpella en anglais, hésitant. « Pourquoi nous traitez-vous ainsi ? Nous sommes vos ennemis. » Morrison sembla surpris par la question. « Vous êtes des prisonniers de guerre. Vous ne combattez plus. La Convention de Genève nous oblige à vous traiter correctement. Et aujourd'hui, c'est Thanksgiving. Tout le monde mérite un bon repas. » Il sourit comme s'il venait d'expliquer l'évidence. Friedrich se tourna vers ses compagnons. « Vous comprenez, tout était faux. Les monstres, les sauvages. Même cette convention, on disait que c'était un mensonge.
Et pourtant, il la respecte. Hans hocha la tête, livide. Les discours, les promesses. Otto murmura « Des mensonges, rien que des mensonges ». Ils restèrent silencieux. Le bruit des couverts résonnait. Quelqu'un affirmait que c'était le meilleur repas depuis 5 ans. Friedrich pensa à ses élèves à Munich, à ses propres enfants grandissant dans un pays bâti sur la tromperie. Les semaines suivantes furent les plus difficiles. Non à cause du camp, mais parce que leur vision du monde s'écroulait. Le camp se divisa. Les fanatiques, souvent d'anciens SS, parlaient de manipulation, refusaient les cours, menaçaient ceux qui trahissaient. D'autres, comme Hans, acceptaient simplement la réalité. Puis il y avait ceux, comme Friedrich, qui lisaient tout, posaient 1000 questions, reconstruisaient leurs pensées depuis zéro. Et les silencieux comme Otto, qui changeaient sans discours. Un soir de novembre, une dispute éclata dans la baraque de Friedrich. Un officier SS, KO, vociférait « C'est de la guerre psychologique, ils nous nourrissent pas pour nous affaiblir ». Friedrich posa calmement son journal. 8 mois ici, aucun prisonnier torturé. Nous mangeons mieux que chez nous. Soins médicaux, lettres. À quel moment accepteras-tu qu'on nous a menti ? Co rougit davantage. Tu as toujours été faible, Weber, un intellectuel. Friedrich se leva, la voix posée. Justement, j'ai compris. Et c'est ça, le problème. D'autres prisonniers s'approchèrent, attirés par les voix. Bientôt, une trentaine d'hommes se pressaient dans la baraque, l'air lourd de tension. Hans fendit la foule et vint se placer aux côtés de Friedrich. Sa propre colère le surprenait. « J'ai travaillé dans leurs ateliers, lança-t-il d'une voix forte. J'ai vu leurs usines, leur matériel. On nous disait que les Alliés étaient faibles et à bout de force. C'est faux. Ils ont plus de camions, plus d'avions, plus de chars que l'Allemagne ne pourra jamais en produire. Nous n'avions aucune chance de gagner. Aucune. » Ko cracha au sol. Défaitiste. Traître. Hans répondit aussitôt « Non, réaliste. J'ouvre les yeux, voilà tout. » Otto, qui parlait rarement, se leva lentement. Le silence se fit immédiatement. J'ai grandi à la ferme. Je sais ce qu'il faut pour nourrir un pays. Chaque semaine, je travaille dans des fermes canadiennes. Là-bas, il y a plus de nourriture qu'ils ne peuvent en consommer. Ils en exportent. Et chez nous, des enfants meurent de faim. On nous a dit que nous avions besoin d'espace vital, que nous devions prendre le blé des autres. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvions déjà pas nourrir notre propre peuple. Il se rassit. La baraque resta muette. Ko vit les regards tournés vers lui, comprit qu'il perdait. Il sortit brusquement, suivi de ses fidèles. Les lettres envoyées en Allemagne reflétaient ce changement intérieur. Friedrich écrivit à Greta. Tout ce que nous avons cru reposait sur des mensonges. Protège les enfants. Éloigne-les des jeunesses hitlériennes, si tu peux. Cette guerre est perdue, même si elle dure encore. Peut-être pourrons-nous un jour rebâtir quelque chose de vrai. Hans écrivit à sa mère « J'apprends l'anglais, j'apprends comment vivent dans ces pays. Les femmes votent ici. Les ouvriers ont des syndicats. On peut critiquer le gouvernement sans disparaître. Tu penseras que je suis manipulé, mais j'ai trop vu pour revenir en arrière. » À Noël 1943, le camp connut une nouvelle division. Les gardes organisèrent une fête avec arbres décorés, chants et festins. Les fanatiques refusèrent d'y participer. Friedrich, lui, s'y rendit. Prisonniers et gardes chantèrent « Douce nuit » en allemand et en anglais. Le chapelain parla de paix et de pardon. Plus tard, le soldat Morrison lui remit un petit paquet. « Ma mère m'a envoyé ça. Je voudrais partager. » À l'intérieur, biscuits, chocolat, une écharpe tricotée. Friedrich eut les larmes aux yeux. « Je ne peux pas accepter... » C'est Noël, elle dirait que nous sommes tous enfants de Dieu. Cette nuit-là, tenant l'écharpe, Friedrich comprit quelque chose d'immense. La propagande ne s'était pas contentée de mentir sur l'ennemi. Elle lui avait appris à haïr, à déshumaniser. Et pourtant, la mère d'un garde envoyait des cadeaux à un prisonnier ennemi. Le médecin soignait les Allemands comme les Canadiens. Ce n'étaient pas des signes de faiblesse, mais de valeurs plus fortes. Dignité humaine, respect des règles, vérité. 8 mai 1945. À la radio, la nouvelle tomba. Fin de la guerre en Europe. Les gardes exultèrent. Dans les baraques, les réactions furent mêlées. Soulagement, silence, incrédulité. Certains fanatiques niaient encore. Friedrich sortit dans la cour et regarda le drapeau canadien flotter au vent. 2 ans de captivité l'avaient transformé. Hans le rejoignit. « Que reste-t-il encore debout » demanda-t-il doucement. Friedrich secoua la tête. « Très peu, je crois.
Les villes sont en ruine. Nous rentrons dans un pays qui n'existe plus vraiment. On leur expliqua que le retour prendrait du temps. L'Allemagne était en chaos, divisée en zones d'occupation. Rien ne serait simple. Il n'y avait ni assez de trains, ni assez de navires pour rapatrier tout le monde. La nourriture manquait partout en Europe. Certains prisonniers demandèrent même à rester plus longtemps au camp 30. C'était plus propre, plus sûr, mieux ravitaillé que l'Allemagne qui les attendait. Otto faisait partie de ceux-là. « Je n'ai plus de foyer », confia-t-il à Friedrich. « La Prusse orientale n'existe plus pour nous. Les Russes l'ont prise. Ma ferme, mon village, tout a disparu. Ma famille est dispersée ou morte. Pourquoi me presser vers la faim et les ruines ?» Durant ces derniers mois d'attente, le camp organisa des cours sur l'avenir de l'Allemagne. On y parlait d'un plan américain pour reconstruire l'Europe, de démocratie, de procès contre les dirigeants nazis. Friedrich assistait à tout, prenait des notes, posait des questions. Un officier canadien, le major Campbell, qui avait étudié en Allemagne avant la guerre, devint une sorte de mentor pour lui. Un jour, Campbell le retint après le cours. « Ce que vous allez voir en rentrant sera terrible », dit-il doucement. Des villes en ruine, une économie détruite, des millions de sans-abri, votre peuple sera blessé, en colère. Certains s'accrocheront encore aux mensonges, d'autres rejetteront tout ce qui est allemand. Que devons-nous faire ? Demanda Friedrich. Dire la vérité, aider à reconstruire, mais sur des bases honnêtes. Ne laissez plus les mensonges s'installer. En septembre 1945, les premiers groupes furent renvoyés. Friedrich, Hans et Otto embarquèrent sur le même navire. Les adieux aux gardes furent plus difficiles qu'ils ne l'avaient imaginé. Morrison, devenu caporal, serra la main de Friedrich. « Bonne chance. J'espère que vous retrouverez votre famille. Merci pour tout. Vous m'avez appris plus que vous ne le pensez. » Le voyage du retour fut rude. Personne ne se plaignait. Ils rentraient chez eux. Un mot qui avait perdu son sens. Hans regardait le Canada s'éloigner. « J'ai appris plus en 2 ans de captivité qu'en 4 ans de guerre. » Otto acquiesça. On nous avait appris à haïr ces gens, et ils nous ont traités mieux que notre propre gouvernement. Dans son journal, Friedrich écrivit « Enquête, en Fourreau, 15 septembre 1945. Je ne rapporte rien de matériel, mais le poids de la vérité. Nous avons été trompés et nous avons voulu y croire. Je dois dire la vérité, même si elle fait mal. À Bremerhaven, la réalité les frappa. Le port était un champ de ruines, des enfants maigres mendiaient, des femmes fouillaient les gravats, des vieillards erraient sans regard. Hans murmura « Mon Dieu, qu'avons-nous fait à notre propre pays ?» Otto pleurait. « C'est pour ça que nous nous sommes battus. On les traita comme des réfugiés. Papiers, cartes de rationnement, adresses d'organismes d'aide. Munich était détruite à 60%. L'école de Friedrich n'existait plus. Hambourg était en cendres. Le village d'Otto était derrière les lignes soviétiques. Tout ce qu'ils avaient vu au Canada semblait irréel face au chaos. Friedrich passa 3 mois dans un camp de déplacés, dormant sur un matelas mince dans un bâtiment glacé. Chaque jour, il faisait la queue pour des nouvelles de sa famille. Rien. Puis, en décembre 1945, un miracle. Greta était vivante avec leurs enfants, entassés dans une seule pièce. Quand il les retrouva, il ne put parler tant il pleurait. Greta avait maigri, vieilli. Leur fille paraissait plus jeune que son âge. Leur fils avait disparu, enrôlé dans les dernières semaines de guerre. Le premier repas ensemble fut une soupe claire, presque de l'eau. Friedrich mangea sans rien dire. Plus tard, il sortit les rations canadiennes qu'il avait gardées. Chocolat, viande en conserve, biscuits. Sa famille se jeta dessus. Greta demanda « D'où vient cette nourriture ?»« Des Canadiens, » répondit-il doucement. Et tout le reste qu'on nous a dit, c'était faux. Il ne voulait pas la blesser en montrant qu'il trouvait ce repas misérable. Plus tard, il sortit les vivres qu'il avait reçus de la Croix-Rouge. Chocolat, viande en conserve, biscuits durs. Greta et les enfants se jetèrent dessus avec la férocité de ceux qui ont vraiment faim. Les larmes aux yeux, Greta demanda « D'où vient cette nourriture ?»« Des Canadiens, » répondit Friedrich doucement. « Ils nous l'ont donnée pour le retour. » Elle resta interdite. On leur avait dit qu'ils étaient des brutes. Friedrich ferma les yeux. « Non, Greta, tout ça était faux. » Et il lui raconta les pommes de terre, le camp chauffé, l'eau courante, Morrison et les biscuits de Noël de sa mère, et surtout la découverte que leur monde avait été bâti sur la haine et le mensonge. Il ne put reprendre l'enseignement tout de suite. Les autorités d'occupation examinaient tous les anciens membres du parti. Comme beaucoup d'enseignants, il avait été forcé d'y adhérer.
En attendant, il déblayait les ruines, réparait les routes. Un travail qui lui écorchait les mains et brisait le dos. En 1947, il retourna enfin en classe, transformé. Il ne faisait plus réciter, il posait des questions. Il apprenait aux élèves à douter, même de lui. En histoire, il parlait des crimes allemands, du camp 30, des pommes de terre qu'ils avaient prises pour un dernier repas. Ça, ne croyez jamais un message sans vous demander à qui profite-t-il, qu'est-ce qu'on me cache, et surtout, mes ennemis sont-ils vraiment des ennemis ou seulement des êtres humains qu'on m'a appris à haïr. En 1952, une lettre arriva du Canada. Robert Morrison, l'ancien garde, devenu ingénieur à Toronto, lui proposait de l'aider à émigrer. Friedrich conserva cette lettre jusqu'à sa mort, mais refusa l'offre. L'Allemagne a besoin de ceux qui ont compris nos erreurs, dit-il à Greta. Hans retrouva sa mère vivante, mais son père était mort lors des bombardements de Hambourg. Mécanicien recherché, il travailla d'abord pour les forces britanniques, puis pour des usines allemandes en reconstruction. En 1949, il rejoignit le mouvement syndical défendant droits, salaires et sécurité, des idées découvertes au Canada. En 1955, il dirigeait déjà un syndicat d'usines. Il parlait peu du camp, mais tout venait de là. En 1968, il retourna à Bowmanville en touriste. Devant l'ancien camp 30, il pleura. Une femme s'approcha. Son père avait été garde là-bas. Il disait que c'était un bon service, expliqua-t-elle. Hans sourit à travers ses larmes. Il avait raison. Otto, lui, ne retrouva jamais sa femme ni son fils. Sa fille, survivante, vivait à Berlin-Ouest. En 1956, ils se revirent. Elle se souvenait à peine de lui, mais il devint un grand-père tendre, racontant non pas la guerre, mais un camp au Canada où il avait appris que le monde pouvait être plus humain qu'on ne le lui avait appris. En 1973, un réalisateur réunit les trois hommes pour un documentaire. 28 ans après, ils s'embrassèrent à Munich. Friedrich déclara « J'ai perdu des années pour un mensonge. J'ai enseigné des mensonges. J'ai combattu pour des mensonges. Et je n'ai découvert la vérité qu'en étant prisonnier. J'étais plus libre au Canada que libre sous le nazisme. Les pommes de terre que nous craignions furent le début de mon éducation. Jeunes gens, doutez. Les mensonges les plus dangereux sont ceux qui vous flattent. Hans ajouta « J'étais un simple ouvrier. Mais j'ai vu l'abondance là où on nous disait qu'il n'y avait que misère. J'ai vu la dignité là où on annonçait la cruauté. Le plus dur fut de rentrer et voir ce qu'était devenue l'Allemagne. Les Canadiens auraient pu nous écraser. Ils ont choisi d'aider à reconstruire, parce qu'ils avaient un système plus honnête. » Otto parla en dernier. Sa voix était douce, mais chaque mot portait. J'ai tout perdu. Ma maison, ma famille, ma ferme. Mais dans ce camp canadien, j'ai trouvé quelque chose. Pas le bonheur. On ne peut pas être heureux en captivité, mais l'humanité. J'ai vu que même des ennemis peuvent se traiter avec respect. Les pommes de terre que nous pensions être notre dernier repas étaient en réalité le premier vrai repas depuis des mois. Je suis un vieil homme, maintenant. Je ne reverrai jamais ma ferme. Mais j'ai des petits-enfants, et je leur dis, ne laissez jamais personne vous apprendre à haïr. Ne croyez jamais que vous valez plus qu'un autre à cause de votre naissance. Et traitez toujours les autres comme ces Canadiens nous ont traités, même si nous étions leurs ennemis. Friedrich mourut en 1989, quelques semaines avant la chute du mur de Berlin. Ses derniers mots parlèrent du camp 30. Il regrettait de ne pas avoir pu remercier correctement tous ceux qui les avaient traités avec humanité. Hans vécut jusqu'en 2003. Il participa à des rencontres entre anciens prisonniers et vétérans canadiens, des réunions chargées d'émotions, où l'on partageait repas, souvenirs et pardons. Otto mourut en 1995 dans sa ferme bavaroise, entouré de ses petits-enfants. Sur la table près de son lit se trouvait une vieille photo jaunie. 3 soldats allemands devant une baraque du camp 30 en avril 1943. Ils semblaient éperdus et effrayés, mais ils étaient vivants. Que retenir de cette histoire ? Que la propagande est la plus dangereuse quand elle vous convainc que vous êtes dans le camp du bien. Que la cruauté devient facile dès qu'on cesse de voir l'autre comme un être humain. Que le véritable courage consiste parfois à admettre qu'on s'est trompé. Mais aussi ceci, même dans les périodes les plus sombres, certains choisissent la décence. Les lois et les règles comptent. Traiter les autres avec dignité, même ses ennemis, peut être l'acte le plus puissant qui soit.
Trois soldats allemands croyaient que des pommes de terre bouillies annoncèrent la mort. Elles furent en réalité le premier pas sur le chemin du retour à l'humanité. Et peut-être est-ce là la vraie leçon. Nous sommes tous des êtres humains, nourris par la même terre, capables du pire, mais aussi d'une bonté inattendue.